Cube Radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous vous posez la question, ça sert à quoi le journalisme d'enquête? Ben, vous avez la réponse régulièrement en lisant les journaux parce qu'il y a des journalistes qui fouillent des histoires qui ont un impact important sur notre vie de tous les jours. Et j'en veux pour exemple cette information qui est sortie dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, grâce au bureau d'enquête de Québécois, sont mes collègues du journal qui ont découvert que les dirigeants de Pornhub, tout le monde connaît Pornhub, on n'a même plus besoin de les présenter, savaient depuis très longtemps qu'il y avait des vidéos qui montraient de la pornographie juvénile qui circulaient sur ce site-là et ils n'ont rien fait jusqu'en avril 2020. On va parler de tout ça avec Jean-François Cloutier qui signe ce dossier, qui donne froid dans le dos dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Jean-François, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Ben, bravo d'abord pour ce travail d'enquête parce que Pornhub, tout le monde le connaît. Tout le monde sait aussi qu'il y a des problèmes de vidéos absolument plus dégoûtants les uns que les autres qui sont téléchargés sur cette plateforme-là. Mais ce qu'on apprend après t'avoir lu, Jean-François, c'est que les dirigeants, et pas juste les dirigeants, mais plein de gens à l'intérieur de l'entreprise savaient et n'ont rien fait. Ben, c'est ça, on se souviendra qu'il y avait eu toute cette controverse-là en 2020, fin 2020, début 2021, avec le New York Times qui avait publié qu'il y avait des vidéos de viol, entre toutes sortes de choses épouvantables sur Pornhub. Il y avait même eu une comité parlementaire à Ottawa qui s'était penché sur cette question-là. Et c'était un petit peu par après, je ne dirais pas tomber dans l'oubli, mais disons qu'on en parlait un peu moins. Il y a eu des recours judiciaires qui ont été déposés un peu partout au Canada, aux États-Unis surtout. Et depuis ce temps-là, ces procédures-là font quand même leur chemin, même si c'est long. Et c'est ça, les documents qui ont été déposés dans le cadre d'un dossier en Californie en septembre sont assez éloquents, là, Sophie. C'est vraiment peut-être la première fois qu'on a une vue aussi claire de l'interne de ce qui se passait là, vraiment chez MindGeek, là, le propriétaire de Pornhub à Montréal. Avant toute la controverse, qu'est-ce qui se passait quand il tombait sur de la pornographie juvénile, comment il faisait la modération du contenu là, sur Pornhub, et ça donne effectivement là, un petit peu froid dans le dos. Moi, ce que j'ai trouvé très, très fort et très parlant, c'est une admission là, dans le cadre d'un interrogatoire, en fait, sous serment là, d'une vice-présidente chez Pornhub qui dit que lorsqu'il découvrait de la pornographie juvénile sur le site avant avril 2019, en novembre, par exemple, avant avril 2020, en novembre 2019, par exemple, lorsqu'ils tombaient sur cette pornographie-là, ils n'en faisaient pas rapport aux autorités, ni au Canada, ni aux États-Unis. Donc, aucun suivi qui était donné auprès des autorités. Et ça, à mon avis, c'est vraiment parlant et c'est quand même très, 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 très grave parce que dans ma compréhension, en fait, là, on est tenu de rapporter l'existence de porno juvénile si on tombe sur de la porno juvénile. D'autant plus que si on est un fournisseur Internet, si on exploite un site Internet comme Pornhub. C'est-à-dire qu'on a des obligations légales et on a, Jean-François, des obligations morales. C'est-à-dire que s'il y a de la pornographie juvénile, ça veut dire qu'il y a une victime quelque part. Donc, le plus tôt on peut contacter les autorités, le plus tôt on peut mettre ceux qui ont perpétré ces actes-là derrière les barreaux et protéger les victimes. Si on fait rien, on est d'une certaine façon complice dans la commission d'un crime. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on aurait pu aider des victimes? Est-ce qu'on aurait pu sauver des gens? Est-ce qu'on aurait pu mettre la main sur des prédateurs sexuels qui ont mis du contenu sur Pornhub si ça avait été fait dans le bon moment? Je pense qu'on peut dire que probablement que oui. Et effectivement, le fait de laisser des vidéos comme ça ou tout simplement de les retirer sans rien faire, ben c'est lourd, c'est très, très lourd de conséquences. L'autre chose, Sophie, qu'on apprend dans ces documents-là qui est vraiment important, c'est le très faible nombre de modérateurs sur le site. On apprend notamment qu'il y avait plus de 700 000 vidéos. Imaginez, 700 000 vidéos qui avaient été signalées. Donc, ils reçoivent un signalement d'un utilisateur. « Oh, il y a quelque chose qui marche pas. » Ça peut être porno juvénile, viol, etc. Quelqu'un dit « Regardez cette vidéo-là. » Il fallait attendre qu'il y ait 15 signalements avant que Pornhub accepte de regarder la vidéo, de mettre quelqu'un pour regarder. Et il y avait un arriéré de vidéos là, très, très important. Ça prenait beaucoup de temps. Ils voyaient seulement entre 50 et 500 vidéos par jour parce qu'il y avait seulement une personne
chez Pornhub qui était chargé de revoir les vidéos qui avaient été signalées comme problématiques. Une personne qui travaillait 5 jours par semaine, donc peut-être qu'il y avait des vidéos épouvantables qui pouvaient rester sur le site très longtemps parce qu'il n'y avait personne justement pour faire la gestion, faire la modération, là, disons, d'un site quand même très, très visionné là, avec du contenu très problématique. Ce qu'on comprend après avoir lu ton dossier, Jean-François, c'est une certaine insouciance de la part des gens de MindGeek et de Pornhub, comme si tout ça, c'était pas grave. Parce que si tu penses, en effet, si tu es un bon citoyen corporatif et que tu penses, en effet, que la pornographie juvénile, les viols, la bestialité, c'est quelque chose de grave, ben, tu mets plus que juste un modérateur pour 700 000 vidéos. Donc, ce qui ressort, parce que on a eu accès, donc, à des échanges de courriels où les gens disent, ben non, il faut balayer ça en dessous du tapis. Ce qui ressort de l'attitude de MindGeek, c'est pas grave. Et deuxième chose, ben, le plus important, c'est de faire la pièce. Mais faisons de l'argent. C'est un peu ça qui se dégage des documents, malheureusement. C'est cette espèce de pression qu'on sent pour faire du trafic, amener du trafic, générer des vidéos. Il y a notamment le dirigeant, l'ancien PDG de MindGeek, qui déclare, quand le New York Times publie son reportage, et dans un échange team, en fait, un peu après, il resserre les règles. La compagnie est forcée de resserrer les règles pour le téléversement de vidéos. Puis il dit, on était à 25 000 vidéos par jour et on risque peut-être de passer à 2 000 si on est chanceux. Seulement 2000 qui vont continuer à être téléversés par jour. Et donc, on sent vraiment cette espèce de pression-là et aussi cette volonté un peu de cacher les choses. C'est-à-dire que à un moment donné, on sent un peu la pression. Mastercard commence à poser des questions. Comment ça se fait qu'il y a des vidéos comme ça? Et c'est toujours un peu comment on va présenter les choses à notre avantage et pas plutôt de dire, écoutez, on va ouvrir les livres, on va faire le ménage s'il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes. On est encore dans une dynamique un peu de vouloir cacher ce qu'on ne veut pas montrer et essayer encore une fois d'aller chercher du trafic, d'aller chercher des profits. Mais tu sais, s'il y a un site qui devrait être, à mon avis, modéré, encore plus que Facebook ou que YouTube, ben c'est un site, à mon avis, de pornographie qui sont générés, du contenu généré par des utilisateurs. C'est extrêmement potentiellement controversé et là, vraiment, il y avait presque pas de modération qui était faite finalement. Oui. Alors, la raison pour laquelle c'est important pour nous de parler du dossier de MindGeek et de Pornhub, c'est évidemment le lien avec dans cette entreprise-là et la société québécoise. Comme citoyen québécois, comment on devrait réagir, d'après toi, Jean-François, quand on prend connaissance de ces informations-là? Ben, je pense qu'il faut commencer à poser des questions, puis... à qui? C'est ça. Ben, moi, notamment, je pense à la GRC. Moi, j'ai envoyé une question aujourd'hui à la GRC, à savoir, parce qu'il y avait en comité parlementaire, il y avait 70 parlementaires en 2021 qui avaient demandé à la GRC d'enquêter, d'ouvrir une enquête pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctes. Quel a été le suivi donné à cette demande-là? Et je pense que c'est ça. MindGeek a été quand même habile de ne pas mettre l'accent comme quoi c'est une compagnie montréalaise, mais c'est une compagnie montréalaise. C'est une compagnie qui a ses hauts dirigeants, ses plus hauts dirigeants, le gros de ses employés, des milliers d'employés qui travaillent à Montréal. Donc, c'est une compagnie qui doit rendre des comptes à la société québécoise, à la société canadienne aussi. Et je trouve ça un peu préoccupant, moi, personnellement, que ce soit encore une fois aux États-Unis qu'on commence à obtenir des réponses et qu'au Canada, ben, il ne semble pas y avoir grand-chose. En tout cas, je n'ai pas eu pour l'instant un retour encore de la GRC. Ils ont accusé réception de ma question, mais qu'en est-il de ces procédures-là? Est-ce qu'on a posé des questions? Est-ce que les autorités québécoises et canadiennes s'intéressent à ce dossier-là? Je n'ai pas nécessairement la réponse à ce stade-ci. Oui. Donc, tu mentionnes évidemment des milliers d'employés qui travaillent ici au Québec pour MindGeek. En même temps, il y a une question c'est ça, je parlais tout à l'heure de la responsabilité morale. Je pense qu'il faut faire une distinction, c'est-à-dire qu'il y ait une compagnie qui fasse de la pornographie entre adultes consentants. Be my guest, dans le sens que, comme disent les Chinois, vous pouvez bien avoir
tous les goûts sont dans la nature. Là où on parle de vidéos problématiques, c'est pas un regard puritain de dire « Oh mon Dieu, c'est donc bien effrayant, il y a des gens qui consultent de la pornographie ». Ça n'est pas de ça qu'on parle. Et je pense que la distinction, Jean-François, c'est important de la faire à chaque fois qu'on parle de MindGeek et de Pornhub. Ce dont on parle, dans le cas présent, la raison pour laquelle on a eu accès justement à tout ça, c'est une jeune femme. Il y avait des vidéos qui avaient été faites d'elle. Elle avait 16 ans. Ça s'est retrouvé sur Pornhub alors qu'elle n'avait absolument pas donné son accord. Et malgré des démarches et des démarches et des démarches, les vidéos sont pas retirées. Donc, c'est là que le problème est. Ben exactement, puis c'est ça, tu as raison, Sophie, là, c'est pas un combat contre la pornographie, puis les gens, je pense que les gens n'ont pas réalisé l'évolution non plus de ce que c'est la pornographie. Là, on n'est plus dans le magazine Playboy, là, avec des photos plus ou moins explicites, c'est vraiment quelque chose de très, très, très hardcore. Et pire que ça, c'est que ce n'est même pas parfois du contenu avec des gens qui ont consenti à voir leur contenu. On parle, ça a été documenté, là, je ne suis pas le premier, mais on a vu des vidéos de viol, des vidéos d'agression sexuelle, des vidéos de porno juvénile, des vidéos de femmes filmées dans des vestiaires, dans des universités à leur insu, dans des douches. Donc, tout ce contenu-là, là, on est vraiment ailleurs en matière de pornographie. Et malheureusement, les gens pensent que le combat, un peu pour questionner Pornhub, souvent c'est un combat un peu de la droite religieuse ou des gens qui sont très puritains, mais c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas l'idée n'est pas de s'en prendre directement, uniquement à tout ce qui est pornographie, oui, même bien si sûr. on est d'accord ou non. C'est vraiment de s'assurer que les lois sont respectées et qu'on n'est pas dans un contenu qui est franchement, à mon avis, là, en fait, très clairement illégal. Là. Oui. Dans ton article, tu parles à un moment donné d'un message qui a été déposé en preuve. C'est un modérateur qui demande explicitement à un de ses collègues de ne pas mettre en copie le responsable de la gestion des produits quand on fait des rapports sur la porno juvénile. Donc, pour revenir à ce dont on se parlait tout à l'heure, c'est pas juste les dirigeants qui veulent qu'on balaie ça en dessous de tapis, c'est que même des gens à différents échelons dans la compagnie qui protègent la compagnie, qui veulent même pas que ça sache à l'interne ou que, tu sais, de protéger pour s'assurer que personne soit imputable. En fait, c'est le mot le plus important selon moi, pour s'assurer que personne se fasse taper sur les doigts. Moi, je lisais ton texte, Jean-François, puis je me disais, mais tu sais, si t'es un haut dirigeant à MindGeek, ben toi, tes revenus dépendent de ça. Mais les gens qui travaillent là, ils ont pas de morale, ils ont pas comme un sentiment de dégoût quand ils se regardent dans le miroir de dire qu'ils ont contribué à protéger la diffusion de porno juvénile ou de vidéos problématiques. C'est là que ton texte, pour moi, est le plus frappant, le plus malaisant. Oui, ben on voit quand même qu'il y a une tension dans certains échanges que j'ai mis, oui. Peut-être que je n'ai pas mis, mais il y a certains employés qui disent, bon, mais c'est bizarre, il ne veut pas être informé de ce qu'il y a sur la porno juvénile, qui sont un peu questionnent. Donc, ils questionnent quand même ça, oui. Et c'est ça, et puis on entend même un modérateur à un moment donné de dire, écoutez, là, la direction ne veut pas qu'on applique les règles telles qu'elles sont écrites, ils ne veulent pas qu'on applique ça parce que les règles sont plus vagues. Là. Ils veulent qu'on applique différemment les règles que ce qui est écrit. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui était à l'aise avec la manière dont c'était fait. Et peut-être que certains ont fait des témoignages là qu'on verra, mais je pense que ça faisait pas l'unanimité. Mais tu as raison, Sophie, de souligner cette espèce de désir de ne pas vouloir que ça circule et de vouloir surtout pouvoir plaider l'ignorance advenant le cas où il y aurait des problèmes. Donc, il faut que ça soit le moins discuté possible. Il ne faut pas qu'il y ait de CC. Tout est en des courriels un peu confidentiels, alors que imaginons, là, si une compagnie avait été plus proactive, surtout comme Pornhub, combien de personnes auraient peut-être pu être aidées. Et je pense que ça aurait été même bénéfique pour la compagnie dans une pensée à long terme, là, parce que là, c'est épouvantable là, ce qu'on découvre. Ouais, en tout cas, moi, chaque fois que je vais passer devant les bureaux de MindGeek, je vais continuer à avoir un haut le cœur et une envie de vomir. Je trouve ça épouvantable. En tout cas, félicitations à toi et à l'équipe du bureau d'enquête de Québécois pour avoir mis la lumière, pour avoir révélé ça au grand jour. Il faut que ces gens-là soient imputables et on attend impatiemment la réponse de la GRC pour savoir pourquoi ils se traînent les pieds dans ce dossier-là. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, merci beaucoup. Puis c'est à lire donc ce
ce dossier sur Pornhub et MindGeek. Merci beaucoup, Jean-François. Ça m'a fait plaisir. Merci.